Michel, parlons des bonheurs et des plaisirs de Sartre. Est-il vraiment satisfait de son œuvre? Je pense que, d'après ce qu'il nous a expliqué dans les mots, ça lui a quand même procuré énormément de plaisir de se sentir devenir une sorte de grande bibliothèque. Il n'y a pas de frustration chez lui par rapport à son destin littéraire. Il montre dans les mots qu'au fond la question était un peu jouée par sa condition, c'était un peu truqué avant lui par son grand-père, par la situation dans laquelle il s'est trouvé, mais finalement il ne pouvait faire que cela et écrire. Et il a éprouvé, je crois, une immense satisfaction dans un premier temps en s'enfermant dans ce domaine littéraire, dans cette bibliothèque. Cette bibliothèque est un peu mythique d'ailleurs, c'est la bibliothèque du grand-père. Je pense que chez Sartre, la bibliothèque n'a pas vraiment existé en tant que telle. Il habitait dans les hôtels, donc il avait toujours peu de livres à la fois. Après, il a habité un peu chez Michel Vian, et donc là, il y avait un très très grand nombre de livres, effectivement, qui couraient partout sur les murs, mais il les lui a laissés, et il s'est installé dans d'autres appartements, d'abord chez sa mère, et puis ensuite dans 2 appartements, boulevard Raspail, puis avenue du Maine, qu'il a occupé, où il avait aussi là une bibliothèque. Mais ces bibliothèques étaient à chaque fois partielles, c'était à une certaine époque. Donc cette idée de la grande bibliothèque du grand-père qui est décrite dans les mots, avec la place de certains livres en haut et en bas, au fond, il ne l'a jamais eu. Mais il a eu toujours ce rêve, au fond, d'être enfermé dans une bibliothèque. Et aussi ce rêve de l'enfermement. Le thème des séquestrés revient très très souvent chez lui. D'abord le séquestré de Venise, là on rejoint le problème du Tintoret, et les séquestrés d'Altona. Donc il aurait aimé au fond être séquestré dans une bibliothèque. C'est un rêve qu'il a caressé à travers son œuvre, mais au fond qu'il n'a jamais eu, puisque sa vie est restée ouverte sur la rue et que il sortait tous les jours pour aller déjeuner, dîner, et puis pour voyager. Donc ce rêve de séquestration et d'enfermement dans la bibliothèque ne s'est jamais réalisé en fonction de l'idéologie qu'il a peu à peu sécrétée et donc dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que si on veut être en communication avec les hommes, si on veut s'ouvrir au monde et à d'autres influences, alors l'idée de s'enfermer dans un monastère devient absolument impossible, devient une contradiction dans les termes. Donc la bibliothèque doit être ouverte sur le monde, et c'est pourquoi il a distribué ses livres. Finalement, la dernière bibliothèque est allée, sans que ce soit volontaire d'ailleurs, mais à Béni-Lévis, et ils ont débarrassé l'appartement à la va-vite, et la bibliothèque a été en quelque sorte dispersée. Mais ce qui reste, évidemment, ce sont ses propres livres, mais ils sont tellement nombreux que lui-même ne pourrait pas les avoir tous autour de lui si l'on compte les traductions, etc., l'immense somme des articles et des thèses qu'il a engendrés. Et donc, voilà, il y a une prolifération dont finalement le sujet qui a provoqué cette prolifération s'échappe. Il en sort finalement indemne. Et c'est pourquoi on doit regarder aussi plutôt sa vie que l'espace dans lequel il a tenté de s'enfermer
comme dans un labyrinthe, mais dont il est heureusement sorti par maints endroits. Qu'est-ce que cela signifiait pour lui d'être si connu? Je ne sais pas, la reconnaissance lui est venue de l'extérieur, c'est quelque chose qu'il n'avait peut-être pas prévu tout à fait au début, mais finalement, je pense qu'il a fait avec et il y a eu comme ça un deuxième personnage à côté de lui qui était Sartre et qui était le personnage célèbre, respecté, adoré par ses proches, haï par d'autres, donc qui était une sorte de double de lui-même. Alors bon, c'est toujours ce qui se passe au fond dans une psyché. On est toujours un petit peu schizophrène, c'est-à-dire que le moi est fait pour se dédoubler. Et donc il y avait ce Sartre célèbre dont il savait qu'il était célèbre, mais peut-être que lui-même ne se considérait pas toujours comme tel dans l'intimité. Donc il était double. Et je pense que toute sa vie, il a continué à faire avec ce double. Lui-même était le Poulou un petit peu gentil. Et d'autre part, il y avait le personnage laid de Sartre. Et je pense que celui qui apparaissait sur les photos, sur les écrans quand il était filmé, c'était très souvent ce personnage de laideur qui louchait, dans lequel il ne se reconnaissait pas tout à fait forcément. Donc c'est très intéressant de voir cette espèce de dualité s'installer dans son personnage, à cause précisément de sa laideur. Et il essayait de s'échapper perpétuellement de ce personnage-là, dans lequel peut-être il se serait senti enfermé. Donc, pour lui, l'idée aussi que ce personnage laid puisse être tout d'un coup séduisant, désirable, puisse avoir un certain caractère de beauté, puisse se transformer, était quelque chose de tout à fait précieux. Et une certaine façon de faire ce passage, c'était évidemment l'écriture et aussi la parole. La voix de Sartre était une voix qui avait un certain phrasé qui séduisait assez facilement les gens, non seulement les intellectuels, mais aussi d'autres personnes qui entraient en conversation avec lui. Et il y avait une façon de poser la phrase, de poser la voix entre un certain groupe de mots qui était très très particulière et qui permettait justement d'entrer dans une espèce de logique de ce corps, au fond, bien équilibré de ce point de vue-là. Avait-il le sentiment de posséder un quelconque pouvoir en tant qu'écrivain ou qu'intellectuel? Ah oui, ça, justement, le pouvoir intellectuel, c'était une souveraineté qu'il ne dédaignait pas, au contraire. C'était peut-être la seule justification, ce regard qu'il pouvait porter et cette capacité d'analyse sur des situations ou sur des pouvoirs qui étaient beaucoup plus despotiques que le sien. Et donc, le pouvoir intellectuel qu'il a pu exercer, évidemment, il l'a construit patiemment, mais c'était un pouvoir, au fond, qui ne reposait pas sur un capital, à l'inverse du pouvoir despotique ou du pouvoir de l'argent. C'était un pouvoir qui était toujours à recommencer, parce que le monde est fluent, le monde s'échappe, et donc il faut toujours recommencer ses analyses pour que ce pouvoir puisse être tout à fait diffus, puisse aller dans le détail. Et donc il y a un caractère comme ça très, très rhizomique
de la pensée qui doit aller dans le détail et dans les interstices. Et donc, ce pouvoir ne s'exerce pas une fois pour toutes, il est une tension permanente, et c'est ce qu'il a essayé de faire dans ses textes, c'est-à-dire que il y a un très très grand nombre de textes dans telle ou telle situation, un très grand nombre de déclarations, un très grand nombre d'engagements politiques qui étaient dans divers sens, à divers moments de son histoire, et qui étaient toujours à renouveler. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de pouvoir originel, de pouvoir décisionnaire qui est institué, mais il y a au contraire une conquête incessante de ce pouvoir par le verbe. Et c'est ce mouvement-là qui est intéressant et qui différencie le pouvoir de l'intellectuel ou de l'artiste du pouvoir du souverain. Qu'est-ce qui le rendait vraiment heureux? Le succès qu'il rencontrait auprès du public ou bien sa notoriété médiatique? La notoriété médiatique, il n'y pensait pas souvent. Je pense que c'est quand même le nombre de lecteurs ou le nombre de gens avec qui il pouvait entrer en contact, soit pendant les conférences ou après les conférences, etc., qui l'intéressait davantage. Et donc, le succès médiatique était venu pour lui par les journaux, mais la télévision n'occupait pas la même place qu'elle a aujourd'hui, et donc voilà, il n'avait pas tout à fait la même position, y compris que certains artistes du cinéma, que c'est des acteurs par exemple, qui jouaient un très très grand rôle. Les acteurs de cinéma à l'époque étaient de véritables dieux vivants, hommes comme femmes, et l'intellectuel n'occupait pas tout à fait la même place. Donc quand on parle de la place médiatique de Sartre, ça n'est pas du tout la même que celle de Marilyn Monroe ou de gens comme ça. Donc, Sartre vivait beaucoup dans les cafés. Avant que ceux ne soient envahis par les touristes, il avait l'habitude de manger au restaurant. Est-ce que, en ce qui concerne la nourriture, avait-il eu des préférences ou cela avait peu d'importance pour lui? il allait au restaurant pour se nourrir, et il y a un petit peu plusieurs choses chez lui. Il avait subi l'armée, il avait subi la captivité, donc il savait ce que c'était que les repas de cantine, et donc il savait ce que c'était de se nourrir pour ne pas mourir de faim. Mais par ailleurs, je pense qu'au cours de sa vie, il y a une très très grande attention à la nourriture, et un petit peu comme un système local aussi d'imprégnation du lieu où il se trouvait. J'ai fait un article, je crois, sur Sartre et la nourriture, et il est certain que lorsqu'on traque dans la nausée ou dans les chemins de la liberté les occurrences sur la nourriture, elles sont extrêmement nombreuses. Et si les mettants fréquentaient les cafés et les restaurants, c'est parce que justement les nourritures étaient différentes. Et donc on ne mangeait pas la même chose au Havre, où il y avait davantage d'escalopes à la crème, etc., qu'à Paris, où c'était plutôt le domaine du steak frites, de la choucroute. Donc il y a là un clavier un petit peu différent à quoi Sartre est devenu de plus en plus sensible. Et donc il était très intéressé pour savoir ce qu'il allait manger si on allait dans un restaurant ou un autre. Par exemple, à la Coupole, il aimait beaucoup l'agneau au curry, le petit salé aux lentilles, enfin, etc. Et voilà, ces plats étaient extrêmement révélateurs pour lui. Il n'était pas du tout insensible. Donc la nourriture a exercé pour lui
une très très grande fascination, dès ses premières lettres d'ailleurs. Il y a une lettre formidable qu'il envoie à Vanda, sur Naples, et où il décrit les devantures de magasins, et notamment les charcuteries. Il est fasciné par tous ces saucissons, ces jambons qui pendent devant les étalages. Et il est fasciné aussi par les biscuits et les pâtisseries, les gâteaux, etc. Donc voilà, il y a là toute une couleur locale qui l'intéresse, c'est-à-dire que la nourriture est l'émanation au fond d'un lieu, et elle change suivant les pays. Donc ça ne veut pas dire qu'il pouvait manger toutes les nourritures. Je crois qu'il a été assez malheureux au Japon, il a été malade parce qu'il ne supportait pas les poissons crus et les moules dans je ne sais plus quelle sauce, ou les huîtres, voilà, les huîtres crues. Et donc c'était quelque chose qui ne passait pas dans son estomac d'Alsacien. Et donc il préférait effectivement le jarret de porc et la choucroute et le petit salé aux lentilles plutôt que le poisson cru. Mais il était tout à fait conscient que la nourriture était une sorte de sémiologie, enfin il n'aurait pas dit ça comme ça, mais c'était un système de communication. Et donc il aimait aussi jouer avec la nourriture, et comme j'ai remarqué dans mon article, il y a énormément de nourritures différentes dans les textes de Sartre, et notamment dans ses romans. Il y a des plats ou des casse-croûtes qu'on emporte qui sont révélateurs aussi d'un état d'esprit. Le casse-croûte qu'on emporte lorsqu'on est dans un état de migration, et lorsqu'on n'est pas dans un domaine sédentaire, est tout à fait différent de cette nourriture installée, cuite et recuite que l'on peut manger dans des restaurants. Donc je crois qu'aujourd'hui, il serait peut-être très déçu par les fast-foods et certaines nourritures rapides. Je crois qu'il aimait bien s'attabler et manger des plats longuement mijotés, dont la cuisine de terroir, au fond, lui était tout à fait importante et semblait bonne pour son estomac. Il n'aimait pas non plus les fruits crus, donc il avait une espèce de peur du cru, voilà. Alors, évidemment, on pourrait faire de l'anthropologie un système lévi-straussien d'analyse à partir de cette phobie, mais c'était quelque chose qui était bien installé chez Sartre, que de se méfier de ce qui était le cru et de privilégier le cuit. Le cuit est un petit peu le moment de la synthèse chez lui, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du parallélisme entre la façon de philosopher, de penser, et la façon de faire la cuisine. Au fond, la philosophie est une façon de cuisiner, d'une façon d'amalgamer les ingrédients. Il y a un moment où ça prend, où la sauce prend, et où on trouve le goût. Et la pensée est comme ça de l'ordre du goût. C'est pour ça que il aimait beaucoup parler et penser dans des restaurants. Ça allait avec la pensée de Sartre. La pensée existentielle est profondément liée au café et au restaurant. Alors, ça n'est pas né d'hier, évidemment. Le Procope, voilà un café qui joue un très très grand rôle dans la pensée révolutionnaire, la formation de la pensée révolutionnaire. Le siècle des Lumières s'est formé dans le café, à partir d'ailleurs de certains ingrédients, de ce que Balzac appelait les excitants modernes, le café, le thé, etc. Donc il y a chez Sartre
quelque chose qui se met en relation avec ses excitants, et notamment aussi chez lui l'alcool. C'est quelqu'un qui buvait beaucoup avec Simone de Beauvoir, qui était le castor, qu'on dit beaver en anglais, et qui ressemble au mot Beauvoir, boire, quelqu'un qui boit. Voilà. Donc, voilà, sa muse littéraire se transforme en un élixir alcoolisé, et la conversation est un alcool. Alors, donc, tout ça, on est en pleine littérature avec Oui. Évidemment Apollinaire, donc la ville, l'alcool et la pensée sont réunis dans une même famille. Les liaisons de Sartre sont connues. Simone de Beauvoir les tolérait, comme lui, il tolérait les liaisons de Simone de Beauvoir. Quelle place occupait pour lui la sexualité? Est-ce un signe d'amour ou bien simplement une façon d'être ensemble avec une femme? Alors là, on aborde un tout autre versant, la question de cet autre plaisir qui est la sexualité chez Sartre. Il est vrai que la sexualité a occupé une assez grande place dans sa vie, mais il faudrait développer cette question longuement. J'y ai beaucoup réfléchi parce que moi-même, lorsque j'ai rencontré Sartre, je m'intéressais au donjuanisme, à la question de Don Juan. Les premiers articles un peu conséquents que j'ai écrits portent d'ailleurs sur Don Juan, un article publié dans Critique, dans la revue Critique, s'intéresse à la question du donjuanisme et de la séduction. Et donc Sartre a fait très très grand cas de la séduction essentiellement féminine. Ça apparaît non seulement dans son œuvre, mais évidemment dans sa vie. Sartre se donnait dans sa vie privée comme un homme à femme. Et il s'affichait dans la rue, à l'inverse des bourgeois, tantôt avec une femme, tantôt avec une autre. Dans les cafés, lorsqu'il allait à une cérémonie officielle, et ça ne le gênait pas du tout, et lorsqu'il faisait des voyages. Donc c'était quelqu'un qui se donnait comme polygame. Alors, cela dit, il faut nuancer parce que Sartre a connu, on peut dire au départ, d'innombrables femmes, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Évidemment, et bon, il a couché avec sans doute un certain nombre de femmes, un assez grand nombre, mais pas du tout autant que Catherine Millet n'a couché dans sa vie, par exemple, dans les souvenirs de la vie sexuelle de Catherine M. Donc il y a quelque chose qui est assez restreint. Alors cette restriction tient évidemment à l'organisation de la vie même de Sartre, c'est-à-dire que la place de la sexualité était quand même assez cantonnée dans ce qui restait de sa journée de travail. Il y avait d'abord les heures d'écriture, le matin et aussi l'après-midi. Puis après, on sortait déjeuner avec une femme, en général avec Simone de Beauvoir, mais aussi il y avait d'autres jours pour, par exemple, Michel Vian et pour Vanda, etc., pour Arlette. Et donc, on allait manger entre 1h30 et 3h, et puis on revenait. Et alors, il y avait une plage de travail éventuellement, ou pour recevoir encore quelqu'un. Et puis le soir, il y avait le dîner, et ensuite aussi, donc, regarder des films, aller à des soirées, des fiestas lorsqu'il était plus jeune. Et puis, donc, la sexualité venait ou ne venait pas après. Donc, c'est une sexualité où le moment du coït n'est pas forcément fondamental chez Sartre. C'est plutôt la séduction, le partage du repas avec une femme, en général, et puis aussi se raconter ce qu'on a fait dans la journée. Et alors, avec les femmes dont il était séparé, il avait en général une conversation au téléphone
le soir, par exemple avec Michel Vian et Vanda, il les appelait sur le coup d'11h30 du soir et il leur racontait ce qu'il avait fait dans la journée. Donc, vous voyez, c'est une sexualité aussi qui est beaucoup portée sur la parole, plutôt que sur l'acte sexuel lui-même. Alors évidemment, il y a aussi des actes sexuels qui sont parfois décrits dans la correspondance, notamment quand il était jeune, des caresses, etc. Mais c'est plutôt chez Sartre les caresses manuelles qui étaient au fond qu'il affectionnait. Davantage que la pénétration. Ce qui a fait d'ailleurs que le couple qu'il a formé avec Simone de Beauvoir, sur le plan sexuel, c'est un petit peu défait au bout d'une dizaine d'années, et que donc elle préférait les amants vigoureux, bien membrés, etc. Et donc elle a eu des relations sexuelles en dehors de la relation avec Sartre. Et Sartre, de son côté, avait aussi des relations sexuelles indépendantes de la relation privilégiée qu'il avait avec Simone de Beauvoir. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que Sartre, les relations étaient plurielles, mais en même temps, il pratiquait une sorte de fidélité, puisqu'au fond, il a gardé les mêmes relations toute sa vie. C'est-à-dire que les relations qu'il a nouées avec Vanda à l'âge donc de 30 ans, il les a gardées jusqu'à la fin de sa vie. Et donc il y avait, en dépit des ruptures, une sorte de fidélité qui serait un petit peu inconcevable aujourd'hui de revoir comme ça ces liaisons et d'entretenir des rapports amicaux et oraux avec ces liaisons qu'on a eues. Il y a autre chose aussi à mentionner dans la sexualité de Sartre, c'est évidemment les trios qu'il a formés avec Simone de Beauvoir et des élèves, soit de Simone de Beauvoir, soit de Sartre, des trios et des quatuors, parce qu'à un moment donné, donc, il y avait Bost, qui était l'amant de Vanda, de Simone de Beauvoir, et en même temps, il était donc lié, il va se marier avec Olga. Olga était liée avec Simone de Beauvoir, et la sœur d'Olga, Vanda, était liée avec Sartre, donc ça faisait comme ça des relations assez complexes qui ont duré quasiment toute la vie de Sartre et de Simone de Beauvoir. Donc le trio est une structure tout à fait fondamentale aussi chez Sartre, c'est-à-dire que le couple primitif, c'est-à-dire Sartre et sa muse Beauvoir, se trouve accueillir une tierce personne. Et ça va fonctionner un petit peu. Alors, c'est pas vraiment le trio au sens où les trois se retrouvent en même temps, mais ils ont des rapports triangulaires, deux par deux, avec la troisième personne. Et donc, ça va faire des relations tout à fait complexes, et ça va faire une sorte aussi d'excitation à l'idée de faire rentrer quelqu'un ou de séduire une troisième personne et de la faire rentrer à l'intérieur de ce couple. Ce qui fait qu'on a pu parfois comparer les relations de Sartre et de Simone de Beauvoir à une sorte de libertinage et de version contemporaine des liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, parce qu'il y avait justement cette idée de séduire une tierce personne et de la faire entrer à l'intérieur de ce système-là. Donc la séduction joue un très très grand rôle, un petit peu comme au XVIIIe siècle, et on a là une forme tout à fait particulière
d'être au monde, qui consiste donc à pousser les choses jusque sur le plan des relations sexuelles. Ce qui fait que la sphère de l'intime est en même temps incluse dans la connaissance que l'on peut avoir d'une personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux mondes. Il y a la relation sexuelle, qui en général est binaire, et la relation d'amitié, qui, elle, est aussi parfois binaire, parfois plus, mais n'est pas sexuelle. Et en amalgamant les deux, on a quelque chose qui est beaucoup plus complexe, c'est que la relation amicale avec des femmes, par exemple chez Sartre, est aussi sexuelle. Et donc on a un rapport qui est beaucoup plus complexe et qui, évidemment, cette relation donc va un petit peu en profondeur et n'exclut pas la sexualité de la connaissance de l'autre. Donc voilà, c'est une façon aussi philosophique, il y a une dimension philosophique dans cette idée de vivre qu'on retrouve pas tellement chez les autres intellectuels. Bien sûr que les hommes en général ne sont pas très très fidèles, mais c'est conçu comme quelque chose qui est purement de l'ordre de l'incartade, de l'ordre de la drague, etc., d'une sexualité polymorphe. Mais chez Sartre, c'est plus que ça, c'est un système un petit peu fouriériste, un système phalanstérien de vivre. Et ce qu'il appelle sa famille, c'est ça au fond. C'est un groupe où des gens vivent un petit peu dans une espèce d'harmonie, où ils ont eu des relations sexuelles entre eux, où parfois ça continue, parfois pas, mais où donc la chose est assez donc ample pour se donner également sur le plan de la corporéité. Donc ça a une dimension utopique qui est tout à fait fondamentale. Et donc en Allemagne, on doit comprendre très très bien cela, parce que par exemple chez les actionnistes viennois, voilà, il y avait quelque chose d'encore plus poussé, hein, c'est-à-dire que l'art corporel était une forme de performance, mais aussi en même temps une forme parfois un petit peu familiale, phalanstérienne de vivre. Et certains gens de l'actionnisme viennois ont d'ailleurs été condamnés pour cela. Alors, chez Sartre, on est un petit peu dans ce même registre, hein. On a d'ailleurs, on dit qu'on a révoqué Simone de Beauvoir de l'Éducation nationale parce qu'elle avait une relation sexuelle avec une de ses élèves. Donc, c'est-à-dire que on est toujours aux limites de ce qui est le permis et l'interdit. Il est certain que peut-être aujourd'hui, la façon dont Sartre et Beauvoir vivaient aurait été peut-être beaucoup moins tolérée. Et il y a un moralisme qui s'est installé et que Sartre n'avait pas. Il y avait une espèce de liberté dans les relations sexuelles, une espèce d'ouverture, hein, qui aujourd'hui paraîtrait comme intolérable. La monogamie a gagné du terrain dans la relation. C'était une autre façon de vivre et qui fait penser évidemment à l'espèce de liberté qu'il y a pu y avoir au XVIIIe siècle ou dans d'autres époques, dans la décadence romaine par exemple, hein, où il y avait ces phénomènes de sexualité en groupe. Donc la sexualité pour Sartre n'est pas à part. Ainsi l'intègre-t-il à ses analyses, notamment dans le Flaubert, où celui songe en écrivant à sa virilité. Tu as parlé de ce passage et il a longuement raconté comment la sexualité et les pratiques de Flaubert permettent de mieux saisir celui-ci. Les hauts et les bas de sa sexualité sont-ils liés à sa carrière d'écrivain? Alors Flaubert évidemment a eu des relations très très importantes dans sa vie, notamment avec Louise Collet.
je me serais attendu à ce qu'il y ait des chapitres entiers sur la sexualité de Flaubert. En réalité, il n'a pas fait de chapitre, Sartre, sur la sexualité de Flaubert, mais quand même, il en a parlé suffisamment à travers certains épisodes littéraires, notamment l'épisode du fiacre, auquel il consacre une dizaine de pages. C'est la deuxième liaison d'Emma Bovary avec Léon, et le premier rapport sexuel a lieu dans un fiacre. Alors Sartre a fait l'exégèse assez fouillée de ce passage, et il nous montre que ça correspond à peu près à la première relation sexuelle que Flaubert aurait voulu avoir avec Louise Collet, sa muse, et que ça se serait passé aussi dans un fiacre. Passé, pas passé, parce que la situation insolite aurait fait que Flaubert n'aurait pas pu posséder la muse dans le fiacre et serait resté, le membre serait resté inerte. Et donc, à travers l'épisode du fiacre, Sartre rappelle comment Flaubert peut-être règle ses comptes avec Louise Collet, qui était une muse envahissante, virile, qui possédait Flaubert plus que lui ne le possédait. Elle était un peu plus âgée que lui, elle avait beaucoup plus d'expérience que lui avec les hommes, et elle a mené l'affaire assez rondement dans cette liaison, au point d'exercer un certain pouvoir de possession et de domination sur Gustave, qui refluait dans les jupes de sa mère vers Croisset, et il lui a interdit l'accès de Croisset et la rencontre avec sa mère. Enfin, elle y est venue une fois, et ça a jeté un froid entre les deux amants, parce qu'il ne tolérait pas d'être envahi comme ça sur le champ familial, donc qui était son refuge. Donc il y avait une peur de Flaubert devant la sexualité, et le fait de devoir se mettre en couple officiellement comme ça avec des témoins, alors qui a beaucoup amusé Sartre, mais qui en fait comporte maints passages analogues aussi dans les rapports qu'il a eus avec Simone de Beauvoir, parce que au fond, Sartre n'a jamais vraiment habité avec Simone de Beauvoir. Sartre a habité avec sa mère, mais pas avec Simone de Beauvoir, au 42 rue Bonaparte. Et donc, il y a là quelque chose d'un petit peu analogue. Mais évidemment, Sartre s'est affiché davantage avec Simone de Beauvoir que Gustave ne s'est affiché avec Louise Collet. Donc, il y a là quelque chose de fondamentalement différent. Mais enfin, dans les rapports sexuels, il y a assez de choses dans l'idiot de la famille pour que quand même ce problème de la sexualité, je pense qu'il est amplement traité dans l'idiot de la famille, et il a pu, Sartre, entrer assez en profondeur dans l'analyse de ce que constituait pour Flaubert la sexualité passive. C'est quelque chose peut-être que Sartre partage un peu avec Flaubert, c'est-à-dire que il n'y a chez Flaubert dans sa jouissance rien de très viril. Il adore être dominé par ses partenaires, être un petit peu maltraité. Ça fait partie du masochisme que Sartre a remarqué dans Flaubert lorsqu'il parle dans l'idiot de la famille du miroir et du fétiche. Alors, tous ces passages sont amplement traités dans l'idiot de la famille, y compris le passage en Égypte avec Roushiou Kanen, qui était une très célèbre prostituée à l'époque. Et c'est sans doute avec elle que Flaubert a attrapé sa syphilis, dont il va souffrir après le voyage en Orient.
à l'époque, c'était une sorte de marque comme ça, à la fois de malédiction, mais aussi peut-être de virilité. C'était une sorte d'avoir contracté cette maladie, prouver qu'on était marqué par un sceau divin et sulfureux, à la fois divin et démoniaque. Et c'était une façon de vivre la sexualité sous une forme de malédiction, bon, que Sartre n'a pas partagé sur ce plan-là, mais qui devait servir à marquer donc le corps d'une espèce de souffrance masochiste. Alors ce thème du masochisme dans la sexualité, il va se développer donc dans les rapports que Flaubert va avoir avec les femmes, et qui est aussi une façon de parler de la littérature. Au fond, on n'exprime rien tant qu'on n'a pas souffert dans son corps ces marques de damnation. Et donc il y a une espèce d'analogie, c'est-à-dire que la maladie physique, la maladie honteuse est une métaphore de la maladie littéraire. C'est une sorte de virus qu'on attrape. Et donc, voilà, il faut, pour ressentir quelque chose, l'avoir éprouvé jusqu'à la contagion. Et donc, cette sexualité est tout à fait une part intéressante de la façon dont on vit la littérature. Donc, il ne peut pas y avoir de littérature éthérée. Il y a au contraire une littérature qui est profondément ancrée dans la sexualité et qui a besoin de cette sexualité pour décrire au fond les sensations qu'on éprouve lorsqu'on entre en contact avec ce qu'est l'altérité. Sans aucun doute, Sartre préférait-il la compagnie de femmes par rapport aux hommes? À n'en pas douter, oui. C'est-à-dire que avec les femmes, il pouvait se permettre une plus grande liberté, et donc il avait choisi d'être hétérosexuel. Mais il y a quand même une sorte d'attirance chez Sartre de l'homosexualité. Il a d'ailleurs consacré un volume à Genet, et dans le Flaubert, il insiste sur les rapports prétendument homosexuels de Flaubert qu'il aurait eu en Égypte avec les masseurs, en montrant que sans doute c'est par forfanterie qu'il a plus ou moins dit qu'il aurait couché avec ses masseurs, mais qu'en réalité ces rapports n'ont sans doute pas eu lieu, mais en tous les cas Flaubert les a rêvés. Et je pense que de la même façon, il y a chez Sartre peut-être une tendance à l'homosexualité, c'est-à-dire que les rapports qu'il a eus n'ont pas été qu'avec des femmes. Il avait des rapports assez amicaux aussi avec les hommes, mais enfin, mais évidemment, ça n'est pas les rapports de Barthes avec ses partenaires, évidemment. Donc c'est quelque chose qui est resté plutôt sur le plan amical. Mais enfin, il a côtoyé les hommes, et notamment à l'armée, donc où les gens vivaient les uns contre les autres, et il a pu comprendre ce qu'étaient les amitiés viriles, peut-être plus que Malraux, c'est-à-dire que la fraternité, le pot contre pot que l'on peut voir dans certaines situations, lorsqu'on est par exemple prisonnier, évidemment, a très fortement joué sur Sartre, sur l'imaginaire de Sartre. Donc il y a quelque chose là qui l'a profondément ébranlé, et il n'est pas douteux qu'une partie de la sexualité de Sartre ait aussi été à connotation vaguement homosexuelle. Je ne veux pas être trop indiscret, mais vous avez parlé de femmes. Il a évoqué des souvenirs lui-même. Non, je pense que on a eu cet entretien-là avec Simone de Beauvoir
mais ça portait plutôt sur la partie littéraire, la façon dont Simone de Beauvoir était un double féminin qui regardait ses textes. Donc on n'a pas beaucoup parlé du rôle des femmes dans sa vie. Je les ai connues. Il se trouve que avec l'âge maintenant, donc je suis peut-être quelqu'un qui a approché quelques-unes de ces femmes. C'est-à-dire que je connaissais Simone de Beauvoir. Tout de suite, il m'a présenté à Simone de Beauvoir et il était très fier. Il avait, la première fois, je me souviens très bien de son expression, il s'est mis de profil vers moi et il m'a présenté Simone de Beauvoir avec une espèce de rire, de satisfaction. Et il était très fier, voilà, de me présenter Simone de Beauvoir parce qu'elle représentait pour lui sans doute une femme littéraire, un peu l'équivalent au fond du rôle qu'avait pu jouer George Sand pour Flaubert. Mais en même temps, évidemment, George Sand n'a pas eu de liaison avec Flaubert, alors que là, c'était sa femme officielle. Et voilà, il était très content de se donner comme ça en couple avec lui. Lorsque j'ai parlé de la notion de couple, il n'était pas tout à fait d'accord ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que cette idée de couple, comme il y avait des grands couples chez les surréalistes, par exemple, chez Breton, ou bien avec Dali et Gala, ou avec Aragon et Elsa, etc. Le couple amoureux, il n'admettait pas du tout cette idée. Donc il trouvait ça un petit peu désuet. Donc ils étaient passés, selon lui, à un autre stade de la compréhension. Et ce couple était un couple davantage intellectuel qu'un couple amoureux. C'est-à-dire le couple au sens surréaliste du terme, le couple de l'amour fou, ça paraissait à Sartre et à Beauvoir tout à fait désuet. Et c'est pour ça qu'au fond, ils n'ont jamais eu l'idée de faire une œuvre ensemble. C'était des œuvres en parallèle, côte à côte. Cela dit, moi, je trouve que ce couple a quand même fonctionné de façon formidable. C'est-à-dire que Sartre n'aurait pas été Sartre sans Simone de Beauvoir. Elle était là constamment à côté de lui et elle lui a évité un petit peu de se perdre dans les futilités des autres femmes. C'est-à-dire qu'elle était là pour le mettre à sa table de travail, pour voir s'il travaillait et qu'il travaille tous les jours. Et donc, voilà, elle faisait un petit peu un rôle de gardienne autour de lui. C'était une muse qui était un œil féminin gardien et qui faisait un petit peu d'ailleurs la chasse aux autres. C'est-à-dire, elle admettait qu'il y ait des autres femmes à côté de lui, mais si elle ne dérangeait pas sa vie littéraire. Et je crois qu'elle a froncé très, très profondément les sourcils lorsque Dolores, qui avait été d'ailleurs la maîtresse d'André Breton, avant Sartre, si elle ne venait pas envahir Sartre dans sa vie et se mettre à régenter ses journées de travail. Donc elle a été très contente que finalement Sartre mette fin à cette relation un peu envahissante. Par contre, les relations avec les sœurs Kozakiewicz, etc., ça, elle les a admises toute sa vie, enfin notamment Vanda. Olga, on ne sait pas finalement s'il a eu ou pas. Il y a toujours un doute donc sur cette relation. Peut-être il y a eu un rapport sexuel avec Olga, mais donc c'est surtout avec la sœur Vanda qu'il a gardé ce rapport toute sa vie. Et
Michel Vian, donc il continuait à la voir. Michel Vian et Simone de Beauvoir ne s'aimaient pas parce que je pense qu'à un moment donné, elles avaient été mises un peu en concurrence dans une sorte de rôle d'épouse. Et Michel Vian, au fond, elle aurait bien aimé prendre la place de Simone de Beauvoir. Et il a vécu avec elle, et elle avait 2 enfants, Michel Vian, donc il s'occupait aussi des enfants. J'ai trouvé du courrier d'ailleurs euh, des lettres adressées à Sartre chez Michel Vian, boulevard du Montparnasse. Donc il habitait là en couple avec elle. Il recevait une partie de son courrier chez Michel Vian à une certaine époque. Mais donc cette relation a duré une dizaine d'années. Ensuite, bon, il y a eu une rupture, donc c'est devenu plutôt une liaison amicale. Mais donc ces femmes ont existé, mais on peut dire en pointillé à côté de Simone de Beauvoir. Donc après, il y a eu Arlette, qui a d'abord été une maîtresse, puis après qu'il a adopté. Puis j'ai connu aussi Liliane Siegel, donc qui était un petit peu à côté de lui sans y être, qui n'avait pas de rôle vraiment officiel. Puis Hélène, une grecque. Enfin, donc, j'ai connu plusieurs des femmes de Sartre comme ça qui voyaient jusqu'à la fin de sa vie. Mais on peut dire quand même que le rôle privilégié en tant que gardienne du temple littéraire, c'était Simone de Beauvoir, et elle avait un rôle de contrôle un petit peu de la situation par rapport au risque d'envahissement et de dispersion de celui quand même qui était resté un enfant terrible. Parlons encore d'un autre plaisir de Sartre. Il jouait du piano. Il a écrit sur René Leibowitz. Et quel était son rapport à la musique? Avait-il une préférence pour certains compositeurs? Alors, dans cette question de Sartre et la musique, il y a plusieurs sons de cloche, si je puis dire. D'abord, il y a une idée que Sartre aimait la musique classique. Alors ça, c'est une thèse donc qui est soutenue encore par des gens très éminents comme mon ami François Noudelman, qui a écrit ce livre sur le toucher des philosophes, où il montre que, au fond, la musique de Schubert, de Schumann, de Beethoven, etc., le piano classique, Mendelssohn, occupait une place assez importante dans sa vie, qui jouait ces morceaux-là. Et c'est un petit peu la même thèse, d'ailleurs, chez Arlette Elkaïm, Sartre. Elle a eu des moments où elle jouait à 4 mains avec Sartre. Et le répertoire était le répertoire de la musique classique. Et elle chantait aussi, je crois, avec lui. Et donc, elle s'en expliquait dans un certain nombre d'émissions où elle donne des précisions qui sont tout à fait intéressantes sur les goûts de Sartre concernant la musique classique. Mais comme tu le sais, j'ai fait des entretiens sur la question de la musique contemporaine, parce qu'il y a ce texte recueilli dans les situations, l'artiste et sa conscience, sur René Leibowitz, qui a été quelqu'un qui a joué un rôle considérable dans la vie de Sartre, parce qu'au moment de la guerre, il se cachait chez les Léris, les petits juifs. C'est quelqu'un de très important dans la musique française, bien qu'on l'ait un peu oublié. Il a été éclipsé par Boulez. Et c'est l'introducteur de la musique sérielle en France.
Et à partir de lui, je pense que Sartre a eu un très grand aperçu, non seulement philosophique, mais en tant qu'amateur, que mélomane. Il est entré en contact avec un autre type de musique qui était la musique de Stravinsky, la musique de Schoenberg, de Webern, d'Alban Berg, qu'il a beaucoup aimé, qu'il a écouté, et notamment à la radio. Alors, les 10 dernières années de sa vie, lorsqu'il était quasiment aveugle, il écoutait France Musique, et évidemment, il y avait beaucoup de musique contemporaine. Cette musique a joué un très très grand rôle à cette époque-là, parce que dans le domaine intellectuel, beaucoup plus qu'aujourd'hui, il y avait des articles, il y avait même une revue qui s'appelait Musique en jeu, qui a eu je ne sais plus combien de numéros, une trentaine de numéros, où on parlait de la musique contemporaine au même titre que des textes contemporains, la poésie contemporaine ou la littérature telle qu'élienne, etc. Donc là intervenaient des gens comme Boulez, Henri Pousseur, le Belge, Yanis Xenakis. Donc il y a eu un très très grand nombre d'articles et de numéros sur divers problèmes à l'intérieur de la musique contemporaine, sur la question de la tonalité, sur la question de la direction d'orchestre, de la voix humaine, etc. Et c'est très important dans la pensée de Sartre qu'il ait pu suivre ce débat-là. Et on s'est aperçu, lorsqu'on a voulu l'interroger sur la musique contemporaine avec Jean-Yves Bosseur, qu'il était extrêmement compétent dans le domaine de la musique contemporaine et qu'au fond, il comprenait davantage la musique contemporaine qu'il ne se posait des questions sur la musique de Mendelssohn qu'il jouait. Alors certes, il avait le toucher de la musique classique, peut-être, dans ses doigts, mais ça, c'était son éducation bourgeoise. Mais intellectuellement, il comprenait davantage la musique contemporaine et notamment il s'est passionné pour la musique sérielle. Et j'ai montré dans certaines de mes conférences comment la question de la série, dans Critique de la raison dialectique, ce qui dit de la sérialité, qu'on peut prendre bien sûr sur un plan purement sociologique, la question du sérialisme est une question fondamentale qui ne peut s'imaginer à ce moment-là que lorsqu'on a étudié la musique sérielle. Et Sartre a eu cet accès par l'intermédiaire de Leibowitz, avec qui il a eu d'énormes conversations, puisqu'il se cachait un petit peu pendant la période de la Libération, chez les Léris et chez Picasso, là, autour de la rue des Grands Augustins et du quai des Grands Augustins où habitaient les Léris. Et ça a joué un rôle assez considérable, je crois, dans la pensée de Sartre. C'est-à-dire comment on peut, à partir d'un certain nombre d'éléments qui sont programmés, d'éléments qui peuvent être ou des sons ou des archives, comment on peut les développer d'une façon qui ne soit pas dépendante d'une question de goût, mais qui soit dans une espèce de mécanique d'exploitation qui envisage toutes les possibilités de développement dans un champ. Donc ce sérialisme, il me paraît jouer non seulement lorsqu'on parle de la musique contemporaine, mais aussi lorsqu'on parle de littérature, et notamment lorsqu'on parle de critique littéraire. Tout ce qu'a fait Sartre à propos du Flaubert ne peut se concevoir que dans cette mécanique sérielle qu'il développe et qui va le pousser à faire des analyses sur un tout autre modèle que celui qui était fait très précédemment, y compris par exemple encore jusqu'à Marcel Proust,
C'est-à-dire Marcel Proust a une façon de parler de Flaubert, une façon très, très synthétique, très, très intellectualiste. Chez Sartre, il va découper dans la correspondance des fragments, un petit peu comme des notes, et il va les faire jouer dans un ensemble qui se développe de plus en plus, un petit peu à la façon de la musique de Webern, par exemple. Les manuscrits de Flaubert, certains sont faits dès les années 50, de longues listes de citations. Il y a des carnets dans la première version du Flaubert qui ne sont que des citations. Il y a 4 ou 5 carnets de citations. C'est son matériau, un petit peu comme un musicien utilise un matériau musical. Et donc il y a une façon de concevoir la musique comme un concert de musique contemporaine, comme le fait Stockhausen par exemple. Et donc on a eu avec Jean-Yves Bosseur, qui lui a été formé à l'école du musicien belge Henri Pousseur, on a quelque chose qui est tout à fait de l'ordre de ce qui se passe dans la composition en musique, dans la composition de musique contemporaine. Et c'est pour ça qu'on a eu ces entretiens. Et tout cet aspect-là me paraît tout à fait fondamental, et ça serait une thèse à faire que de faire quelque chose sur la composition musicale et littéraire de Sartre dans ses essais critiques, et par exemple dans le Flaubert. Il y a là des modèles qui sont importés et qui sont strictement musicaux. Alors, par ailleurs, sur la question du goût, on ne peut pas dire que on est extrapolé, c'est-à-dire que Sartre a vécu, il était invité, par exemple, il nous a rappelé qu'il était, lorsqu'il allait en Italie, aux premières de certains concerts de Luigi Nono, la Fabrica Illuminata, et il avait entendu ça, et il avait vu ça des visu, donc lorsqu'il était en Italie, donc il a eu un contact direct avec ces musiciens. Par ailleurs, il semble avoir eu aussi une affection particulière pour Boulez. Je ne sais pas comment il a rencontré, ça serait à explorer. Il faudrait peut-être demander à Boulez. Boulez qui était aussi à une certaine époque un ami de Butor. Ils ont été ensemble à Berlin la même année, en 1964, avec une bourse de la Fondation Ford à Berlin. Et donc voilà, on avait là des corrélations concernant la musique et le fait que Sartre ait été un amateur de musique contemporaine, soit qu'il en écouta à la radio, soit qu'il était lui-même invité à des concerts de musique contemporaine. Je m'intéressais moi-même beaucoup à la question, j'ai été un fervent admirateur de Henri Pousseur. J'ai assisté à des premières de ses spectacles, notamment au Théâtre des Amandiers. Et j'ai une correspondance avec Henri Pousseur. Et là, ça a quelque chose de tout à fait intéressant lorsqu'on met en relation effectivement ce réseau. Donc j'ai moi-même parlé de mes aventures avec la musique, avec Sartre. Il était tout à fait d'accord avec ce lien entre la musique contemporaine et ce qu'il faisait. Bon, par ailleurs, évidemment, tout le monde sait que par l'intermédiaire de Michel Vian, il a été très en contact avec le jazz. Elle lui a fait rencontrer un certain nombre de musiciens, le King, le Duke Ellington, Charlie Parker, enfin, etc. Et donc voilà, bon, ça c'est une autre affaire qui m'intéresse beaucoup moins, mais je ne pense pas que le jazz ait de façon concrète énormément
comptait pour Sartre. Il prenait acte de la mode du jazz, mais je ne pense pas que lui-même se soit beaucoup intéressé à cette musique. Mais ce qu'il aimait, c'était évidemment le rapport au corps et le fait que le jazz était pour une part improvisé et était de l'ordre de la performance. Donc et ça peut-être qu'effectivement ça a intéressé Sartre. C'était à la fois un théâtre vivant, c'est-à-dire que la question musicale devenait une question théâtrale, et pour lui, dans son esprit, je pense que ça se rattachait à ce qu'il avait pu penser à partir d'Antonin Artaud, qui joue un très très grand rôle aussi dans sa vie.